Ma journée elle commence à 5h du matin et finit à 23h. Allez, bonne soirée. Voilà. Drop the mic. Les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Full Frame. Aujourd'hui, épisode 2. Toujours accompagné de mon fidèle, du très beau, du magnifique, de l'intellectuel Maël Chéri. Maël Chéri, comment ça va ? Ça va super. Je suis toujours là, il m'a forcé, mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Il est très heureux parce qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une thématique qui lui est chère, une thématique audiovisuelle, une thématique surtout visuelle plutôt qu'audio, car on a un invité d'exception, un invité qui se dit DOP, qui se dit directeur de photographie en français, Sacha Medji. Comment allez-vous ? Bah ça va, et vous deux ? Ça va super, on peut l'applaudir, messieurs, dames, on peut l'applaudir. Petit applaudissement, c'est super. Sacha, on est ravis de te recevoir. On en a passé quelques instants déjà avec toi depuis le début de cette journée et on a fait une belle petite installation aujourd'hui avec Maël, du coup qui découvre ça. Maël, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois autour de toi ? Franchement, c'est très joli. Moi, j'avais vu le lieu avant l'installation, donc je m'attendais pas trop à voir cette installation-là. J'espère qu'on est beau, j'espère que vous nous trouvez bien. On essaye à chaque fois de vous mettre un nouveau décor. On va parler du lieu aussi parce que en vrai, c'est trop cool. On est entouré de vinyles, de platines. On est dans l'univers musical, donc ça fait plaisir. Moi, ça me régale toujours. Donc, on est dans un café disquaire. Peut-être tu peux nous expliquer un petit peu plus où est-ce qu'on est. On est aujourd'hui au café disquaire de Nuance Record. Nuance Record qui est aussi un studio d'enregistrement. Donc un studio d'enregistrement que vous pourrez retrouver sur les réseaux, sur Instagram et sur Google. Un studio dans lequel vous pouvez réserver tout type d'enregistrement, que ce soit style rap ou même orchestral, parce que vous avez un espace plutôt conséquent. Ils sont hyper gentils, ils nous ont accueillis avec plaisir. Merci à eux. On est très contents d'être là. Ça nous permet de sortir un peu de nos locaux aussi, parce que bon, c'est bien gentil, mais comme ça, on visite un peu la ville aussi. On se balade, quoi. Ça fait du bien de sortir c'est un vrai. peu. Et premier épisode, en fait, à l'extérieur, et on amène du coup Sacha dans ce lieu. Comment tu te sens, Sacha, dans cet endroit ? C'est carrément cool, C'est sympa. Ouais. Tu peux nous décrire un peu ce qu'on a installé aujourd'hui plus techniquement ? Plus techniquement, on a bouché toutes les entrées de jour déjà, grâce à Romain et ses élecs. On a installé une booklight, pas vraiment, c'est des vortex, c'est des gros panneaux LED, juste derrière moi là-bas, avec une belle diff bien puissante devant. Et derrière vous, il y a 2 petits panneaux LED qui sont au plafond pour vous éclairer. M'éclairer un peu plus la face et vous éclairer les contres sur vous. Et donc en français, ce que ça donne pour ceux qui connaissent rien en cinéma, il a mis des draps noirs sur les fenêtres pour empêcher que le soleil rentre. Et ensuite, il a mis un drap blanc avec de la lumière derrière pour que le drap blanc il reflète la lumière et qu'il nous éclaire. Et après, il a mis d'autres lumières derrière nous pour que ça nous éclaire et que ce soit joli. On en reparlera pour les petits, ceux qui comprennent rien. On en reparlera plus précisément avec Romain qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler de toi en premier temps. Sacha, du coup, tu es directeur de photographie, du coup diplômé de l'ISPRA. Exact. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et après on va décrire un peu ton métier plus précisément ? J'ai commencé en faisant de la photo et petit à petit je me suis mis un petit peu à la vidéo, mais tu sais, en mode début de filmmaker qui sait pas trop ce qu'il fait, etc. Mais j'avais quand même les bases de photo, donc je m'étais inscrit à l'ISPRA, du coup, l'école de ciné que j'ai fait. J'ai fait mes 3 ans, j'ai fait 2 premières années donc full à l'école. La 3e année, j'ai pas mal bossé en chef élec avec un chef op. Donc la 3e année, j'y suis moins allé parce que je montais déjà à Paname, faire des projets, etc. Sorti d'école, j'ai complètement arrêté chef élec parce que je savais de base que c'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis mis en full-time chef op parce que c'est ça qu'on veut, quoi. Tu valides quand même du coup le bachelor. Donc c'est possible de pas aller trop à l'école et de le valider en même temps. Largement. Ne faites pas comme lui, allez en cours. Est-ce que c'est un conseil qu'on donne ? Non, pas du tout. Allez à l'école. On est on est quelques-uns à avoir fait ce schéma d'avoir été beaucoup au début, beaucoup moins à la fin, parce qu'en fait on avait pas mal de projets et du coup Mais tu te développes aussi. Ouais, ça se développait, et puis les gars de l'école ils étaient contents pour nous, donc en fait ils râlaient pas, quoi. Oui, c'est avant tout de te faire ouais, c'est le ça. but de l'école, c'est que tu deviennes professionnel, donc professionnel, que tu te fasses un réseau, tu sors, t'es même pas sorti d'école, t'as un réseau, eux ils vont pas se plaindre. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont aussi réussi entre guillemets leur job, même si on sait que ça fait beaucoup d'être sur les tournages et pas que à l'école. Ok, mais du coup c'est intéressant parce que ça veut dire que toi tu vas à la base dans cette école-là qui est très large, mais du coup j'imagine qu'au départ c'est quand même très large sur on va te présenter un petit peu toutes les disciplines de l'audiovisuel et du cinéma, et du coup toi tu vas plus sur le côté photo et non, même pas, c'est juste parce que tu es intéressé du domaine, c'est ça. Et du coup tu te passionnes pour un domaine parce que tu nous as parlé de chef élec et ensuite de DOP. En fait de l'image en global, quoi. De l'image en global, parce que la prod ils aiment bien se faire du mal, les réals il faut sortir des bêtes d'idées, c'est archi compétitif comme milieu. Chef op, je trouve c'est le bon entre deux, qui me plaît en tout cas. C'est là où tu t'es retrouvé.
Ok, et du coup, est-ce que peut-être, Ça mène un peu à mon la avis, on va question développer d'écrire ça, aussi plus en détail, mais pour encore une fois les gens qui s'y connaissent pas trop, toi, tu as commencé plus en tant que chef élec Mhm. et ensuite maintenant DOP. Très ça. rapidement, après, on parlera de chef élec plus tard avec Romain, Mhm. mais très rapidement, comment tu pourrais différencier, expliquer simplement aux gens Les tournages, c'est très hiérarchisé. Mhm. Donc souvent on a un réal qui vient avec une idée, qui se fait accompagner d'une prod ou une prod qui appelle un réal. Enfin bref, il y a les deux têtes d'affiche entre gros guillemets qui sont le réal et la prod. Le réal ou la prod font appel à un chef-op. Le chef-op devient, surtout sur les projets, plus ils sont longs, plus c'est le cas, le bras droit du réal, le vrai bras droit du réal. Et en dessous du chef-op, tu as 3 pôles dans l'image. Donc le chef-op, c'est le chef de l'image en globalité sur un tournage. Et il y a 3 pôles principaux, la caméra, l'électricité, la lumière et la machinerie. Donc en fait, ça fait ton premier assistant caméra, ton chef élec, ton chef machino, et après ça en découle les seconds assistants cam, troisième assistant cam, les élec, les machinos, etc. Quand tu dis que c'est des pôles, du coup, c'est vraiment des individus qui se responsabilisent chacun dans son, Ouais, dans c'est son ça, domaine, c'est mais que- ils bossent quand même ensemble. Ouais, c'est ça, c'est un élec ne va jamais toucher une caméra, à part sur les petits tournages où bon, il sert un peu de machino, donc le machino il est amené à toucher la caméra, etc. Mais sur un vrai tournage bien structuré, un élec ne va jamais toucher une caméra. Ouais. Même si on a besoin d'un coup de main, techniquement, son rôle. Techniquement, il n'y a sa pas besoin d'un coup de compétence. main ça, vu si que t'as- c'est un si t'as tournage. le budget, t'as chaque équipe qui C'est ça. s'occupe. Et toi, du coup, tu diriges un peu tout ça pour C'est ça. amener, en gros, pour développer aussi. On va dire que le réel, il va avoir l'idée C'est ça. et toi, tu vas la transmettre et la transformer en une Exactement. image réelle à la fin. Ouais, c'est une C'est-à-dire sorte que de bah, lui, traduction. il dit, moi, j'imagine bien une table qui est bien éclairée, mais le fond est très sombre. Et ben, il a une info à peu près plus ou moins claire. Et toi, après, derrière, Ouais, c'est ça. techniquement, tu as les outils et les compétences pour diriger, C'est pour ça. le faire ou pour diriger les gens qui vont arriver à représenter visuellement ce que le réal avait en tête ou que toi, tu avais en tête Ouais, aussi. c'est ça en gros. Bah, en fait, le taf de chef-op et de réal, c'est très lié. Parce que, comment expliquer ça ? Un film, souvent, il se construit ensemble. Derrière, c'est le chef-op qui signe l'image, donc en fait, c'est lui qui vient construire le look de l'image, etc. Mais ça vient d'une intention d'un réal. Et le but du chef-op, c'est de traduire cette intention d'une vision très artistique, de lui y mettre sa patte dans sa vision artistique, et de la traduire en technique pour toutes ses équipes. Mhm. Ok. Et À quel après, moment ça commence du coup ce job avec le réal Plus au c'est tôt début dans de la l'écriture pré-prod, mieux c'est. Ok. Plus c'est tôt, parce que bah, tu peux avoir je parle plus de fiction là, tu peux avoir des avis sur ce qui est faisable, moins faisable, ce qui peut être joli, moins joli, déjà dans le scénario. Et après, ça c'est rare, mais ça arrive quand t'es pote avec des réals et qu'ils t'envoient les scénarios en avant-première un petit peu, et les intentions. Mais en général, après t'arrives quand le scénario est déjà écrit ou bien entamé, et là, bah, t'as un vrai rôle de décision, de vision à apporter en fait. D'accord. Est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences un peu compliquées avec des réals qui avaient des visions qui étaient peut-être pas réalistes? Parce que, à ce que je comprends, en fait, vous avez le côté plus réaliste de la chose, en fait. On a le côté, non, pas forcément, parce que la lumière, ça peut devenir quelque chose de très onirique et très surréaliste, en fait. Ouais. C'est juste, faut savoir le mettre en place, avoir les moyens. Là, c'est le job de la prod aussi, de mettre les moyens pour ce film et pour ses idées. Et après, il faut savoir driver ses équipes. Et en vrai, tout à peu près est faisable. Il faut juste avoir les moyens, les équipes et savoir diriger, quoi. Ok, parce que du coup, comment tu gères le fait de se mettre d'accord avec le réal pour aussi un peu montrer aux gens comment ça se passe sur un tournage. S'il peut y arriver que bah, toi, tu vas avoir une idée de comment le faire et tu vas faire un résultat, ça plaît pas au réal. Comment toi, tu gères aussi le fait que t'es pas forcément... Dans un sens, t'es décisionnaire et t'es créateur de ce qui va se passer et de l'image finale, mais dans un autre sens aussi, t'es quand même dépendant du réal et t'es obligé un peu de te plier à ses désirs à lui. Comment tu gères un peu ce truc d'ego aussi de toi mettre ta touche et apporter ton avis et ta qualité créatrice et en même temps être au service d'un projet qui n'est pas le tien à la base? Bah, ça dépend énormément de points. Déjà, un réal, en général, quand il t'appelle, c'est qu'il aime bien ton taf et qu'il y a déjà une connexion qui est faite. Après, ça peut arriver, surtout quand c'est les prods qui appellent, que ce soit juste des mises en connexion en mode un réal a besoin d'un chef-op,
la prod a besoin d'un chef-op, on fait appel à qui, il n'y a pas vraiment de connexion déjà établie. C'est un gros travail de communication en amont, en pré-prod. Et après, en vrai, c'est un perpétuel travail de se taper dessus avec un réel. En fait, c'est deux visions qui se confrontent et la plupart du temps, c'est quand... alors soit tu es d'accord à 100% dès le début et c'est trop cool parce que ça veut dire que tu es en phase avec le réel, soit ça crée une troisième vision. Tu as deux visions, ça va en créer une troisième et c'est là que ça devient aussi super cool. C'est des conflits gentils, mais c'est souvent des conflits, quoi. Au final, ça peut amener un truc que tu n'avais pas pensé toi aussi à la base, comme lui n'avait pas pensé forcément. Est-ce qu'il faut avoir un caractère un peu spécial, être une personne de nature spécifique? Non, il y a plein de profils de chef-op. Faut quand même avoir savoir déjà driver des équipes et savoir manager. Ça, c'est en vrai un gros rôle du chef-op. Il faut aussi avoir une vision artistique, être un minimum créatif et être un minimum... comment dire, genre... tu sais, t'es dans des discussions politiques H24 de budget, de vision, de machin, il faut savoir défendre son idée tout en mettant tout le monde d'accord, entre guillemets, tu vois. Faut être un petit peu quand même, comme on dit déjà, diplomate. Voilà. Il faut être à fond diplomate parce que des fois il y a des prods, elles sont dures. Hein. Ouais. Du coup, il y a quand même ce côté hyper important de relations humaines et de humainement savoir bien s'entendre, savoir parler aux gens, savoir les driver. Je pense, tu vois, contrairement au niveau de la technique où tu peux l'apprendre dans une école et tu l'as peut-être sûrement appris sur toute la technique de comment gérer tes lights, tes cams, comment les positionner, etc. Ça, c'est des trucs que tu apprends en école. Même sur la partie créative où tu peux apprendre à force de faire des projets à développer ta créativité. Ça dépend de chacun, mais il y a des gens qui peuvent prendre ça, en tout cas des études. Mais je trouve que sur la partie relationnelle, humaine, de savoir être avec des gens, savoir bien s'entourer, savoir bien parler, savoir driver une équipe, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. Et comment toi, du coup, tu t'es amené à faire ça? Est-ce que c'est devenu tout seul? Est-ce qu'au début, c'était compliqué? Comment tu le gères? Au début, c'est toujours un peu compliqué, mais tu remarques vite qu'il faut toujours être du côté de tes techniciens. Enfin, les protéger, faire tampon auprès de la prod le plus possible. Parce que si un chef-op qui a pas ses techniciens, il est complètement manchot. Il fait pas grand-chose sans son premier ASCAM, son chef élec et son chef match, quoi. Donc en fait, il faut être toujours du côté des techniciens. Alors des fois, il y a tout le temps des coups de speed, des coups où il faut leur mettre un peu la pression, tu vois. C'est normal. Mais quand il y a des vrais moments pas cool, où ça retombe derrière sur les techniciens parce que c'est un peu lent, ou je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais faut toujours faire tampon auprès de la prod, prendre pour toi, essayer de redistribuer comme il faut les infos, parce que sinon en fait si tu perds tes técos, tu fais pas de film, tu finis pas en fait. Tu restes un chef d'équipe avant tout. Bah ouais, c'est ça. T'as des techniques particulières, toi, ou des approches quand tu bosses pas avec des personnes que tu connais pour créer ce lien directement et pouvoir compter sur eux, tout simplement? Non, pas spécialement. En général, c'est vraiment au feeling et quand je peux, j'essaie d'aller boire une bière avant le tournage avec les mecs, mais sinon... non, après, c'est du feeling. Si t'es sympa avec eux et qu'il n'y a pas de souci, que tu leur parles pas comme des chiens, en général, c'est en contrepartie, t'as la même. Hein. Quel est l'un des projets, toi, qui t'a un peu le plus marqué ces dernières années? Le plus marqué... en vrai, je pense que c'est vraiment le tournage de la pub Vitality que j'ai pu faire. Elle était vraiment cool, celle-là. Ça, tu l'as fait en plus avec Romain qu'on va voir tout à l'heure, donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. Et est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être dans ta carrière, alors plus précis, où tu t'es dit, ça y est, là, je suis DOP et je suis bon dans ce que je fais? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur dont tu te souviens? Si, c'est peut-être mon film de 3e année qui a eu des bons retours d'à peu près tout le monde, où je suis plutôt... Enfin, aujourd'hui, je suis pas 100% content, mais c'est le moment où j'ai voulu vraiment... en fait, où j'ai... c'est un mois après, 2 mois après, j'ai complètement arrêté de faire chef élec et je suis passé à chef op full-time, quoi. Et du coup, donc, dans les projets, tu parlais de Vitality, est-ce que tu en as d'autres, peut-être de choses un petit peu connues que les gens pourraient identifier pour aussi présenter ce que tu fais et que les gens puissent aller voir? J'ai fait pas mal de pubs et de clips, principalement. De connus. On a été sur les pubs Visionnaires, donc avec Antoine Zago. Antoine Dupont? Il y a eu une anecdote, Antoine Dupont? Non, c'était un truc où je lui ai filé la patte en élec. Trop cool. Ça t'arrive du coup de prendre un peu le chapeau de moins Romain? cette année, moins depuis mi-2024. Mais avant mi-2024, ça arrivait parce que c'est la bonne manière de... Tu sais, t'es à Toulouse, t'es un petit Toulousain, tu pars un peu de rien. C'est la bonne manière de découvrir des techniques que t'aurais pas vues autrement. Je trouve ça reste tu ravales un peu ton ego, tu te mets tout en bas de l'échelle et tu fais ce qu'on te dit, et ça permet de voir des techniques. Donc en fait c'est vrai que jusqu'à mi-2024 à peu près, sur des gros projets, ils me prenaient en élec souvent pour que je puisse voir les techniques des plus gros chefs-op. Ça te permet de mieux comprendre aussi leur langage que de le pratiquer, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Et plus récemment, tu avais fait du coup le musée imaginaire d'Eoli. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, comment ça s'est fait, comment ça s'est mis en place, et
Qu'est-ce que tu as pu faire dessus en fait pour les gens Ça qui s'était regardent mis en place un peu au dernier moment, il me semble. Avec un budget assez serré, mais en fait derrière ça a assuré parce que tout le monde en fait c'est toujours pareil, quand tu te mets dans le sens des techos, derrière ils se la donnent à 100% et ça donne des projets trop cool parce que c'est dans la bonne humeur, tu crées un truc avec un rendu trop cool, le tournage se passe trop bien, enfin non, dans la globalité le tournage était cool et on est tous plutôt très contents du rendu. Est-ce que tu es en train de dire qu'avec très peu on peut faire beaucoup? Avec très peu on peut faire beaucoup. Est-ce qu'avec beaucoup on peut faire très peu aussi des fois? Avec beaucoup on peut faire très peu. Ça t'est arrivé? Ah ouais. Raconte-nous, on est C'est là un pour nom. ça. Aïe, 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 aïe. On en avait déjà parlé. Qu'est-ce que tu peux relater par cette expérience-là? Ils avaient beaucoup de moyens sur un projet en particulier. Ouais, bah je vais. Bah, en vrai, non, c'est pas la seule boîte à faire ça. Il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement. C'est vrai qu'il y a des prods qui margent énormément. Et derrière, toi, tu empathies parce que du coup, en fait, tu connais, t'as des échos du budget global. Du coup, t'essaies de faire un truc cool à hauteur du budget. Tu vois, tu t'adaptes toujours au budget. Et en fait, au début, on te donne un budget et petit à petit, on te dit ah non, en fait, on a réduit. Et à la fin, tu te retrouves avec rien. Et pour revenir sur cette idée de budget, est-ce qu'on peut dire des budgets, sans dire peut-être les projets, mais c'est combien un budget d'un clip, d'une publicité, par exemple pour... Ça dépend de beaucoup de trucs. Est-ce que toi, tu travailles par rapport au budget Non. ou par rapport au projet et au à feeling, l'intérêt que tu portes? Non, ça dépend. Antoine, demain, il me propose un projet où il me dit je peux pas te payer, je vais lui dire oui. À part si j'ai un truc à faire, tu vois. Mais je lui dis oui. Parce que je kiffe le gars, je kiffe sa vision, on est potes maintenant, tu vois. Demain, il y a une prod lambda qui fait des je sais pas, des street clips un peu nuls, qui me dit écoute, j'ai 2000 de budget pour toute la technique, j'ai besoin d'un chef élec, d'un ASCAM, d'un steadicammer, d'un chef op et du matos. Je lui dis bah non, pas aller me casser le cul entre guillemets à faire un truc. Par contre, ce même projet, tu vois, il y a toujours la même chose, t'as les projets sous et les projets passion. Ce même projet qui est pas intéressant mais où ils te disent j'ai un budget de 100K pour toute la prod, toi en technique t'as 10K pour toi tout seul. Bon, là tu gonfles un peu ton salaire, tu gonfles le salaire de tes équipes, tu prends pas mal de matos. Si c'est vu avec la prod en amont et que c'est ok avec eux, que t'es ce budget, franchement, pour se priver, tu vois. Ok. Et si ça moi, dépend. du coup, demain, je veux faire une publicité pour ma marque de fringues et je veux faire un truc comme Oli, peut-être pas avec les mêmes tarifs parce qu'on se connaît, combien ça coûterait ou même plutôt dans le concept où on se connaît pas. C'est dur à répondre ça. Enfin, pour donner un peu une tranche de prix un peu aux gens qui se rendent compte du coût du métier, parce que je pense qu'en vrai les gens se rendent pas compte. En vrai, une belle pub, pour avoir une belle pub, je pense que le budget des départs, en se disant que la boîte ne marche pas trop, c'est au moins un bon 10-15 000 pour un jour de tournage. Ok, ouais. Sans forcément compter toute la post-prod. Et un jour de tournage, on a combien de temps de publicité? Imaginons un jour, qu'est-ce qu'on peut filmer? Ça dépend, mais en vrai, un jour, tu filmes, à part pareil, où c'est ultra rapide, ultra rush, machin, tu filmes 10 plans grand max. Ok. Et encore, 10 plans, ouais, c'est 8 plans. Ok. Putain, c'est un bon budget qu'il faut développer. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est bien parce que tu vois, souvent, bien, du coup. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte de tout ce que ça peut coûter. Et forcément, quand tu débutes, tu brades un peu tes prix. Ah oui, complet. Et vas-y, il faut faire des projets, donc tu les fais pour 0 ou pour 10 balles. Mais il faut se rendre compte aussi, pour les gens, que 1000, 2000 balles, avec ça, tu fais rien du tout, quoi. Enfin, ça suffit absolument pas. Ou alors, tu es tout seul et tu as une seule cam et tu as un petit panneau LED pour éclairer ton truc, tu vois. Et là, si tu le fais en tant que vidéaste à l'arrache, ouais, peut-être avec 1000, 2000 balles, tu peux t'en tirer encore. Mais un vrai projet où tu veux une équipe et où tu veux des professionnels comme tu nous as présenté, et c'est là aussi où toi tu retrouves l'intérêt de ton métier, c'est d'avoir une vraie équipe que tu peux gérer avec chaque personne qui s'occupe d'un domaine différent. C'est au moins 10 000 balles pour avoir un truc bien propre. Après, bien sûr, on lâche des chiffres au hasard. C'est toujours pareil. Mais ça veut rien dire. Je peux pas trop lâcher de chiffres parce que ce serait pas cool, mais on a fait un projet, une très belle pub qui est sortie avec 3 fois rien. Et en fait, le rendu est fou, mais parce que tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu, en fait. Et parce que la vision du réel était cool et que les conditions restaient cool, tu vois. En fait, ça veut rien. Le budget, ça veut tout et rien dire.
Ouais. Il faut quand même nourrir l'équipe. Beaucoup trop de paramètres pour dire une pub, c'est ce budget. Tu vois. Je vous propose qu'on passe un peu à la thématique, la première thématique qu'on voulait aborder. Bon, on a abordé ton travail, en fait, qui était vraiment la première thématique. Mais cette seconde thématique, plutôt, qui était du coup le feeling. Donc, le feeling que l'on peut avoir quand on fait des choix artistiques, quand on fait partie d'un projet artistique. Et pour ça, du coup, on avait préparé quelques petites questions. On en a déjà un peu parlé, en fait. Tu nous disais que tu avais abordé un petit peu tendance à déjà faire le sujet. des petites concessions, mais j'avais 2-3 questions en plus. C'était du coup comment réussir à se mettre au service de l'art de quelqu'un. Comment est-ce que toi t'abordes professionnellement ce sujet? On l'a évoqué, mais est-ce que toi il y a un process que tu mets en place? Non, comme c'est dans le titre, c'est que du feeling en fait avec la personne. Est-ce qu'il y a une phase de mood board, de temps de travail ensemble? Ouais, ça c'est plus un workflow qu'un feeling. Après, en fait, souvent quand un réal me contacte, il me donne un pitch de son projet. Il me dit est-ce que ça peut t'intéresser, machin. Alors soit ça m'intéresse direct parce que le mec je le connais, parce que son projet m'intéresse dès le pitch. Soit je vais essayer de creuser un peu plus. Je vais lui demander un sino un peu plus complet avec des mood boards, quel est le budget de sa production, etc. Même la plupart du temps, on va boire un coup, même si la prod se fait pas derrière, on va boire un coup et on fait connaissance. Et derrière, ça peut dans tous les cas amener des trucs. Et en général, quand les mecs disent oui pour aller boire un coup, c'est rare qu'ils soient pas cool et dans tous les cas, ça fait des copains, tu vois. Est-ce que c'est arrivé que des fois, tu aies des intuitions, des feelings qui ne soient pas forcément des grandes réussites? La dernière en date... Ouais. Oh putain, il a dit. En plus de détails. Ah ouais, là, c'est un gars qui nous appelle bien avant le tournage, donc ça allait, tu vois. Sauf qu'il répondait pas. Genre, il répondait une fois tous les jours à 18h environ. Donc en fait, pour préparer un tournage, quand toi tu dois driver des équipes et tout, c'était un enfer. L'avant-veille du tournage, on n'avait toujours pas de lieu, donc toujours pareil, il répond à moitié. La veille du tournage, pas de news du gars. Le matos était déjà booké, etc. Et en fait... genre, vu que je savais qu'il répondait une fois tous les je sais pas combien, j'avais quand même lancé les équipes sur la récup du matos le lendemain matin, le matin du tournage. Pas de réponse. Donc au bout d'un moment, toi tu passes pour un con auprès des loueurs, auprès de tes équipes et tout. Tes équipes passent aussi pour des cons, tu vois. Et le gars se réveille vers 15h, il me dit ah putain, les artistes m'ont planté hier. T'es là en mode comme de par hasard. Enfin, préviens hier alors. Je sais pas. C'était un clip de quoi? C'était un clip, je me souviens plus les artistes. Oui. Voilà. Ok. Mais après, j'ai appris que les artistes l'avaient pas planté. C'était lui qui avait planté ces artistes, je crois. Ok. Mais lui, c'est un fou. Et en discutant avec des gars, parce que c'est un gars qui travaille aussi beaucoup à Paris, c'est un Toulousain de base qui travaille beaucoup à Paris. C'est un gars qui. C'est pas la première fois qu'il se passe des trucs comme ça avec ce mec. On connaît la personne dont on parle. Je crois. Très bien. Ça sera tout on connaît la racaille dont on parle. Mais la bonne racaille de la bonne filouterie. Ah oui. Ah ouais. C'est pas plus mal. Il va y avoir beaucoup de bip au montage. J'avais bipé ce montage. Ceux qui sont sur le plateau. Ça va faire un maxi bip, mais écoutez, voilà, on vous raconte des anecdotes. Vous avez pas besoin de savoir les visages. Non, c'est intéressant. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce que ça engendre? Parce que toi, t'as engendré des frais de location. Non, moi, j'ai pas engendré de frais. Ok. En fait, c'est l'avantage, c'est que toutes les locations sur une production sont payées par la prod. C'est lui en soi qui engendre des frais, sauf que là où la douille se passe, c'est que tu payes à la sortie du matos, donc tu payes pas en avance. Tu vas chez le loueur, tu checkes ton matos, tu repars et t'as payé, tu vois. Sauf que lui, vu qu'il est jamais venu. Il est jamais en fait, le loueur. Le matos, il est payé déjà, quoi. Non, le matos, c'est pas payé. Non, ça va parce qu'il le fait à la fin. Justement. Et en fait, le loueur se retrouve comme un con à avoir refusé d'autres locs, machin, avec du matos qui lui reste sur les bras. Et en général, tu factures un petit bout au moins, tu vois. Oui, t'as au moins une réparation. Jamais réponse, rien, machin. Ok, ils ont. Mais normalement, ouais, t'as du dédommagement, des trucs, tu vois. C'est une belle histoire de fou, ça. C'est assez récent, cette histoire. C'était cet été, à peu près. À ce moment-là, ton équipe aussi, elle est pas. C'est ça, elle est pas payée non plus. Non. Et toi non plus. Non. Ok. Je passe pour un con. Il n'y a pas de choses que vous devez mettre en place. Enfin, je dis ça, mais moi en tant que graphiste, par exemple, je mets une avance ou des trucs dans le genre. Est-ce qu'il y a possibilité de faire ça quand on est en audiovisuel? Oui, en soi, quand t'es intermittent, t'as des contrats. Encore faut-il les envoyer à temps pour les prods, ce qui souvent n'est pas forcément le cas. Ils les envoient pendant ou après la prod. Peu de prods font ça, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui le font. Et dont ce mec. T'es juste niqué. T'es comme un con, t'es comme un con. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Ah ouais, non, c'est clair. Bah, du coup, en fait. Oui, en vrai, tu te protèges plus derrière. C'est ça, derrière, tu te protèges plus. Tu te dis, là, ça va, j'avais pas engendré de frais. Ça aurait pu être à Paname, on aurait pu partir à Paname pour tourner. Tu vois, là, ça va, c'était à Toulouse. Sorti, au final, pas trop mal. Au final, c'était une prod que entre copains, nous, en tech. Donc, en fait, bon, tout le monde a compris. Il n'y a pas eu de souci derrière entre nous, tu vois. Mais c'est vrai que tu prends
un chef élec syndicalisé à fond, lui, putain, t'es mort. Ça peut vite partir en couille. Il y a des choses possibles, genre judiciairement parlant. Sur ce genre de avec cas, des non. syndics. Sur ce genre de cas, tu peux Sauf qu'il y si a t'as pas- tant qu'il y a déjà rien de signé des signé, en trucs. fait. à Voilà, un si moment, t'as signé des trucs, tu peux. Et encore, est-ce que ça vaut le coup? Parce que par exemple, les devis matos sont signés, c'est là que t'es un peu protégé. Mais en fait, si le gars décide de pas répondre, pourquoi engager des poursuites judiciaires ou quoi que ce soit quand il y a 1000 € en jeu, tu vois. Enfin, Ouais, après, il y a le temps qui se met voilà, c'est ça. oui, Au c'est bout pas la d'un peine. moment, en route aussi. Est-ce que t'as vraiment le temps malheureusement, C'est soit tu fais un autre projet, soit vraiment tu restes sur le C'est passé ça. à te faire chier Ouais. avec le projet qui a pas marché. C'est ça. Des fois, tu préfères passer à autre chose et dire bah vas-y, tant pis, je m'assois sur quelques billets et comme ça, je continue aussi à faire ce que j'ai envie. c'est ça. C'est clair. Je vous propose de passer à la suite. En vrai, on a notre pote depuis tout à l'heure qui parle de loin. Il a même pas de micro. Il pourrait peut-être nous rejoindre. Et on va continuer sur la thématique de la collaboration. On peut applaudir Romain, s'il vous plaît. Bonsoir, Romain. On applaudit. Tonnerre d'applaudissements. Un plaisir. On est avec Romain. Comment tu vas, Romain? Très bien, très bien, et vous? Bah, ça va super, Super, mec. On est merci ravis de te d'être là. recevoir. Ouais, ça fait trop plaisir. Merci Vraiment. beaucoup. C'est toi qui as installé du coup ce beau bazar. On a été gracieusement accueillis par Nuance Record dans ce beau studio qui nous reçoit avec son petit café disquaire et son record en bas. Mais on a complètement foutu le bordel. On a intérêt de bien ranger après, je compte sur toi. Hein. Absolument. Bon, Absolument. on a foutu un beau bordel, vous avez pas, mais peut-être il y aura peut-être un petit making of qui va sortir Oui. avant, après, je sais pas trop, qui est peut-être déjà sorti, mais qui va accompagner cette vidéo où vous allez pouvoir voir un petit Je pense peu qu'il est déjà sorti. l'installation. Il est déjà sorti. Ouais, je pense. Je pense qu'il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Est-ce que Romain Ah, la Le Toun, pression C'est pour qui le au monteur. making of là? est-ce que Romain Le Toun, tu peux nous décrire un peu toi, qu'est-ce que tu fais professionnellement et qui es-tu vis-à-vis de ton concubin ici, Sacha Lemedge? Alors, qui je suis? Du coup, moi, je suis chef électricien sur Toulouse. Je bosse beaucoup en Occitanie. Je me déplace un peu partout en France. Je travaille beaucoup avec Sach. À droite à gauche, sur des tournages, sur la plupart du temps, ouais, de la publicité. On n'a pas fait trop de clips ensemble, mais fiction, publicité. En chef électricien, du coup. Trop cool. Vous étiez dans le même cursus scolaire à Non, l'ISPRA? moi, j'ai fait un BTS, brevet de technicien. Ok, c'est 2 années. C'est plus court. Est-ce que du coup tu penses que 2 années ça suffit pour devenir chef élec? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ou il y a d'autres écoles possibles dans ce domaine? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, le brevet de technicien va t'apprendre comment fonctionne le matériel, mais de façon globale. Le métier de chef électricien, c'est vraiment purement du travail de technique électrique. Et en fait, ça, tu le vois pas trop pendant le BTS. Ok. C'est un truc que j'ai appris à côté en faisant un stage avec un chef électricien. J'ai kiffé le métier et j'ai enchaîné de suite. J'ai fait électricien et au bout d'un moment, chef. Trop cool. Ouais, c'est toi le ouais. chef de Trop nous stylé. maintenant. Vraiment, Tu il es le parle chef bien. de nous. Pour essayer d'expliquer un peu aux gens, Sacha, on a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure sur quel était ton rôle. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails de comment ça marche, comment ça fonctionne? Tu peux même expliquer ce qui se passe ici d'ailleurs. c'est ça. Ce qu'on a fait. Peut-être tu peux prendre un exemple aujourd'hui, mais on va dire le tournage a commencé, tout est prêt sur la production. On va pas rentrer dans les détails, mais tout est prêt pour le jour J du tournage. Toi, après, quand tu arrives, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, moi j'ai beaucoup de discussions au préalable avec le directeur de la photographie. Donc là, avec Sacha, on a parlé de comment on allait travailler le lieu. Le but est de faire des repérages avant de venir voir le lieu, définir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut le filmer. Une fois que je sais à peu près tout ça, on va parler avec le DOP de comment est-ce qu'il veut éclairer, quelle intention il veut donner, qu'est-ce qu'il veut raconter. Une fois que je sais ça, moi je peux lui faire des propositions techniques. C'est là le but de mon métier, c'est trouver toutes les installations, les mises en place techniques pour que lui puisse avoir le rendu qu'il attend. C'est une mise en accord commun, bien sûr, lui aussi il a son avis sur la technique, mais la plupart du temps c'est moi qui fais la proposition, et en tout cas c'est moi qui sur le plateau ferai la mise en place avec les électriciens. Et la sécurité électrique aussi. Et la sécurité électrique est très très importante, la vérification qu'on puisse installer ce qu'on veut sur place sans qu'il y ait de problème. Enfin, vous êtes un peu les seuls à avoir un truc aussi technique dans les infos qu'il faut savoir et dans les connaissances à avoir pour faire ce boulot-là. C'était exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Tu fais en sorte qu'il n'y ait aucun problème technique. Tout peut arriver. On peut brancher 40 multiprises les unes sur les autres, c'est pas un problème. Si tu sais pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu mets au bout. Voilà. Et le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas mettre au bout. Est-ce que tu as une certification spéciale, du coup, comme un électricien En fait, sur les plateaux, c'est utile, mais c'est pas obligatoire. Et la plupart du temps, quand j'ai besoin d'avoir des certifications électriques, j'appelle des électriciens qui en ont. En plus. Exactement. Okay. En fait, le but du chef, c'est un peu pareil pour Sacha, le but du chef, c'est de fédérer une équipe et de réussir à avancer tous ensemble. Je peux utiliser un poids lourd, il n'y a pas de problème, j'ai pas le permis poids lourd, je prendrai un électricien qui aura le permis poids lourd et lui pourra le gérer. Si moi je peux pas les gérer, le but c'est que je manage des gens pour qu'eux le gèrent et qu'on arrive à la finalité de ce qui a été demandé. Ok.
Et est-ce que c'est du coup un métier un peu compliqué à travers la légalité aussi qui se passe autour? Je sais que nous, par exemple, on avait proposé de mettre des lumières dehors, et comme on n'avait pas d'autorisation, c'était pour toi du coup pas un engagement que tu voulais prendre. Est-ce que tu peux un peu plus détailler sur cette réglementation qui peut se faire? Tu veux rebondir, Sacha? C'est des questions de prod déjà de base, Ok. d'autorisation de tournage. Mhm. C'est la plus grosse difficulté de mettre des lumières dehors en fait. Parce qu'après en soi, il suffit que une fois qu'elle est installée, il suffit que tu aies un régisseur qui surveille que quelqu'un ne shoote pas dedans ou la pique, et pas de souci, tu vois. Mais c'est surtout une histoire de puissance, de électrique. Ça rentre en jeu parce que tu mets une lumière dehors, tu joues contre le soleil. Donc Donc il faut un truc qui envoie. il faut un truc qui envoie fort. Mm. Mais à la base, la toute première problématique, c'est vraiment des questions de prod, d'avoir des autorisations pour poser un trépied dehors pendant X temps. Et comment ça se passe du coup si demain nous on veut poser une méga lampe dehors? Toulouse tournage. Ouais, en fait, il y a un bureau de tournage qu'il faut contacter. Donc la partie production doit contacter le bureau des tournages, dire voilà, on aimerait tourner à tel endroit dans telle rue pour faire tel effet. On a besoin de s'installer ici. Il faut qu'on ait une autorisation pour ça. Est-ce que vous pouvez nous la délivrer? Ils t'envoient un papier avec l'indication du lieu et comment tu peux t'installer. La plupart du temps, même, ils viennent poser des barrières de protection. Parce qu'en fait, la problématique que tu peux avoir, c'est une sécurité. Si le projecteur, pour X raison, il a un problème, là on parle de lumière, mais ça peut être pour tout, mais si le projecteur, pour X raison, a un problème, s'il chute, s'il y a un coup de vent, s'il y a quelqu'un qui passe à côté, qui se blesse dessus, c'est notre faute. Okay, et du coup, il faut qu'on se sécurise de ça. Des assurances du coup? Exactement. Et c'est là où le combat est avec les productions, c'est que c'est à eux de se sécuriser et de trouver un moyen de sécuriser les techniciens qui vont mettre en place le matériel. Parce que demain, si quelqu'un se blesse sur le projet que j'ai installé, c'est ma faute. Parce que j'ai pas sécurisé la zone, j'ai pas bien protégé, et du coup, c'est moi qui prendrai. Et c'est normal. Donc c'est ta boîte qui a une... Du coup, à ce moment-là, quand tu viens en tant qu'intermittent, c'est ton entreprise qui prend l'assurance? Non, en intermittent, en fait, ce sont les boîtes de production qui te font des contrats. Donc, en fait, tu travailles pour eux. D'accord. Eux te font un contrat, c'est comme des CDD, mais de très courte durée. Quand avec des prods, c'est eux qui te font les contrats. Donc, ce sont des CDD de très courte durée, 1 à 2 jours, par exemple, ou même une demi-journée, c'est possible. Et en fait, c'est eux qui prennent la sécurité de absolument tout. Ils te couvrent. Si demain, tu te blesses, c'est eux qui te couvrent. Ok. Oui, nos boîtes n'ont rien à voir en soi sur un tournage pur et dur. Ok. C'est vraiment les boîtes de prod. D'accord. En vrai, le sujet, c'était la collaboration. On voulait parler un peu de ça avec vous parce que du coup, vous avez l'habitude de collaborer ensemble. Vous avez fait combien à peu près de collaborations ensemble? Je sais pas, c'est compliqué. Quelques-unes quand même. Quelques-unes? Ouais. Genre une dizaine, une cinquantaine? On pourrait pas dire. Non, je pense qu'on est à dizaine. 10, vingtaine, je dirais. Ouais, entre 10 et 20. Ok. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui es contacté par une boîte de prod, par un réal, et c'est toi qui l'invite, ou ça peut se faire aussi à l'inverse à certains moments? Malheureusement, avec les prods de Toulouse, ils ont des jolies habitudes. Où ils ont tendance, ça le fait rire jaune un peu là. tendance à appeler beaucoup les personnes en grillant des étapes. Okay. Normalement, dans l'ordre des choses, c'est un réal qui appelle un chef-op qu'il aime bien, ou alors s'il n'a pas de chef-op, la prod appelle le chef-op. Et le chef-op appelle son premier ASCAM, son chef élect, son chef mâche, à moins qu'il n'en ait pas. À ce moment-là, la prod en trouve un. Maintenant, est-ce que c'est fait à chaque fois? Non. Mais quand je sais que quand je bosse à Paname ou avec certaines boîtes, c'est comme ça se passe. Et c'est ton moyen de fonctionner en tout cas. Ouais, et puis c'est le moyen de fonctionner classique, normal quoi. Je dirais que c'est nécessaire même dans une collaboration du coup. Ouais, parce qu'on m'a déjà fait le coup de m'enlever un tech, Romain, sur une prod sans m'en parler et de me mettre quelqu'un d'autre. Ah, ok. Sans m'en parler. Alors ça allait parce que c'était un pote à moi qui bosse très bien aussi, donc c'est pas grave. Mais dans la manière de faire, c'est pas bon. Ça peut changer rédhibitoirement en fait. C'est ça en fait. Il suffisait que ce soit quelqu'un avec qui je m'entends pas, avec qui même au-delà de pas s'entendre, le feeling au taf passe pas, le feeling professionnel passe pas. Ça peut ruiner un tournage et une manière de bosser quoi. Donc il y a ce truc, c'est intéressant parce que du coup c'est un peu le thème que tu as expliqué au début. Mais comment toi tu le gères du coup parce que dans la meilleure des optiques, tu arrives toi à gérer ton équipe et du coup forcément tu vas aller chercher des gens avec qui tu as déjà travaillé, avec qui il y a du feeling et donc ça va glisser. Comment maintenant
toi, tu arrives à t'adapter si t'arrives des trucs comme ça où on te met quelqu'un, bon là c'était quelqu'un que tu connaissais, mais dans l'optique où c'est quelqu'un que tu connais pas et du coup tu dois l'intégrer toi un peu et avoir du feeling avec, comment tu le gères sur le moment? Un peu de la même manière, je pense à la pub Vita où on avait le chef Mash, c'était la première fois que je le voyais le gars et franchement ça s'est très bien passé. C'est juste, c'est toujours pareil, c'est vraiment... Tu donnes un peu de toi, tu sais, t'es sympa avec le gars, tu rigoles bien. Si le mec en face c'est bon délire, franchement, il n'y a pas de raison que ça passe pas, quoi. C'est quoi les compétences clés pour toi d'un chef bon partenaire chef élec, ouais. Déjà, il faut que ce soit quelqu'un très pointilleux en termes de technique, qu'il ait une certaine vision artistique et un certain regard, même s'il l'assume pas. Un beau regard. J'ai pris un tir là. C'est gratuit. Et j'ai dit quoi? J'ai dit vision artistique, bon pointilleux en technique et quelqu'un de très réactif et très... comment dire? Faut vraiment qu'il soit réactif en fait, ouais. C'est vraiment une histoire de réactivité. Faut qu'il soit prêt. En fait, sur un tournage, le chef élec et le premier assistant cam, ils sont tout le temps à côté du chef op. Ok. Parce que à tout moment, là tu vois, maintenant on est en train de tourner, je peux dire à Toons... je peux voir que là t'es un peu trop sombre selon moi, je lui dis tu sais, d'un regard il comprend qu'il y a besoin d'un poli, tu vois, ça se passe aussi dans le regard quand t'as l'habitude de bosser avec les gars. Est-ce qu'il faut que ça se passe dans le regard aussi parce que ça doit être un endroit aussi calme à des moments où vous êtes en plein tournage? Ouais, il y a un vrai truc en fait de feeling, c'est-à-dire que s'il commence à faire un peu la tête, je comprends qu'il y a un problème, je regarde où est-ce qu'il va regarder et ça va me décrire par exemple de suite où est-ce qu'il y a un problème. Et ça c'est des trucs qui se chopent avec le temps. Nous on l'a eu assez vite ce feeling là, il y a un truc qui nous gêne, on regarde tout autour, tout d'un coup on sent c'est là, c'est cet endroit-là, il faut trouver un truc. Même pendant que ça tourne, des fois ça arrive qu'on se rende compte qu'il y a un problème. Il faut des signes comme exactement. Et il faut se comprendre, mais sans parler. Tu peux pas. Donc il faut que tout le monde réagisse. Il faut pas déranger non plus. Exactement. Il faut que tes électriciens, là moi je vais décrire en redescendant dans l'équipe, mais par exemple moi j'ai les électriciens qui doivent réagir pareil. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde un électricien, il faut que sans un mot ils comprennent, je veux un déport F100 avec un pied, un projo, un truc à tel endroit. Ouais. Dans les yeux quoi. Ouais. Mais en fait il y en a vraiment, ils comprennent immédiatement. Si tu montes l'endroit, tu fais un signe pour dire c'est tel problème, il pige de suite. Il a compris quelle est la problématique, il sait comment le résoudre. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, l'habitude de bosser avec tel ou tel électricien qui amène le truc. Ça, j'imagine, c'est aussi du coup avec le temps que tu te rends compte que tu travailles mieux avec un tel ou un tel. Complètement. Et du coup, tu construis ton équipe un petit peu au fur et à mesure. Je pense que c'est le même pour nous dans la partie moins audiovisuelle, mais plus design ou graphisme que nous on peut faire ou où en fait tu te rends compte que tu peux avoir plusieurs personnes qui sont compétentes, mais au final pour presque un même niveau de compétence tu vas finir par travailler avec la personne où au niveau du feeling ça se passe bien, et c'est ce que tu dis, où ça se comprend plus vite. Et même si les deux sont autant compétents, s'il faut que la personne tu lui expliques 3 fois et une autre tu lui expliques une seule fois, tu vas choisir la personne avec qui tu t'entends aussi mieux humainement quoi. Mais même moins compétent en fait, il y a des feelings. Moi j'ai vraiment à cœur d'être avec des gens avec qui je m'entends bien. Et je sais que là-dessus on se rejoint. En fait on a envie de passer un bon moment. Donc même si tu connais pas le matos, franchement c'est pas grave, viens, tu vas découvrir, tu vas apprendre, mais par contre juste on est bien, on passe un bon moment. Donc ça prime, en fait, il y a quand même l'ambiance qui prime. Des tournages compliqués, on en a fait des tonnes, mais si à la fin t'as quand même bien rigolé avec tes potes, c'est que c'était un bon tournage, tu vois. Ça rattrape tout, ça rattrape absolument tout. Ça rattrape tout. C'est quelque chose que vous mettez en avant, vous, professionnellement, de toujours passer des bons moments en vrai, ouais. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que des fois on fait appel à nous, quoi. Genre en mode, parce que les gars ils savent que le travail est bien fait et en même temps ça reste des bons moments malgré la difficulté de tel ou tel tournage à cause de telle ou telle condition. Ça peut venir de plein de trucs et en fait du moment que tu rigoles bien et que t'es gentil avec tout le monde et que t'es pas tu pètes pas plus haut que ton cul, je sais pas, tu sais, d'être des, enfin donc tu sais rester à ta place aussi. C'est ça, tu restes à ta place. C'est super important, ça c'est vraiment primordial et je pense que c'est le premier truc qu'il faut retenir sur un tournage, c'est être sympa et être sympa en fait. Détente. Détente. On sauve pas des vies. Exactement, il faut être hyper flex, tout va bien, même si ça va pas, l'image ça va pas, il y a rien qui va, tout le monde est énervé, faut rester ultra souple parce qu'il nous reste encore 6 heures à tourner ensemble, alors restons souples. Exactement. Et ça c'est hyper important pour toute l'équipe, faut pas des gens qui s'énervent, ça sert à rien de s'énerver, de toute façon il va falloir qu'on continue après donc Oui, parce qu'en vrai, les tournages, nous, on a un peu l'habitude de participer à ce genre d'événement-là, mais c'est déjà avant tout un événement
où tu as une vraie aventure et où que ce soit genre sur une journée ou sur un mois, bah, quand le tournage il est fini, tu as l'impression un peu de comme quand tu pars en vacances avec tes potes et que quand tu reviens, tu es tout seul dans ta chambre et tu dis putain, je suis nostalgique, c'était cool, tu passes un bon moment. Le tournage, il y a un peu un truc de tu vis tellement un événement et un truc intense sur une période durée avec des gens que bah, du coup tu te sens hyper investi d'un coup et ouais, la bonne humeur prime forcément. Du coup, c'est intéressant de savoir que vous, ça c'est un critère presque pour bosser avec des gens, tu vois, d'avoir ce truc de bonne humeur là. On name drop encore. J'allais venir du coup l'envers de la question qui était du coup est-ce que vous avez été confronté à des personnalités Parlons des problèmes. Il y a des gens avec qui on a pu bosser tous les deux mais pas au même moment, avec qui c'est plus du tout passé à cause du comportement. Pourtant le gars techniquement est très bon. Mais en fait le comportement est pas possible. Fait que c'est pas possible. Et en fait malheureusement t'en viens à des moments où tu parles de cette personne que ce soit à Toulouse, à Paris, à Nantes ou dans je sais pas quelle ville, les mecs savent de qui on parle quoi, mais pas dans le bon sens. Et en fait le but c'est de pas arriver à ça, le but c'est vaut mieux être un peu moins bon mais être ultra gentil, parce que du coup en fait tu t'entoures de gars ultra gentils qui sont peut-être un peu meilleurs que toi, qui vont t'apprendre des trucs. Et en fait, c'est juste un cercle vertueux, en fait. Et tu te construis comme ça. Exactement. Aussi. C'est là où tu prends des compétences encore plus, parce que si la personne, tu t'entends bien avec elle, elle va aussi avoir plus tendance à t'expliquer de manière gentille. Du coup, bah, tu vas mieux retenir. Et en vrai, même quand tu as moins de compétences, bah, je pense... moi, les meilleurs trucs que j'ai appris, c'est quand j'étais avec des gens qui étaient mes potes, mais meilleurs que moi, et qui, coup, avaient un affect plus cool et plus propre pour m'expliquer la chose. Et du coup, tu prends en compétence. On dira pas les noms. On dira pas les noms. Ne restez pas accrochés comme ça à votre... C'est beaucoup de bip, Loïc. Beaucoup de bip. Non, quoi ? Faut apprendre à... Arrêtez, c'est un truc de fou de faire ça. Tout sera coupé. Bon. Ici, c'est une safe place. C'est good mood. Soyez gentils, on a dit. Et non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut apprendre du coup à se connaître soi. Et peut-être aussi à avoir un minimum de compétences, connaître son matériel. Ça vient un peu sur ce truc-là aussi. Toi, tu as une boîte, tu es actuellement du coup en entreprise. Avec, du coup, je te laisse la présenter, en vrai, pourquoi pas la présenter. Ouais, carrément. Carrément. Que fais-tu ? Écoute, en fait, sur Toulouse, moi, j'ai toujours eu des problématiques de matériel. Et il y a de ça quelques années, j'avais monté une boîte qui s'appelait Rec Location avec des amis. Et la boîte a grandi un peu. En fait, on louait du matos en se disant on a envie de faire du cinéma. Vas-y, qu'est-ce qui nous manque pour faire du cinéma à Toulouse ? Du matos. Investissons. On est passionnés, on fait ça. Donc, on a acheté des trucs. Moi, j'étais chef élève, j'ai envoyé le matos à la loc avec moi. Eux, ils étaient chefs d'autres postes. On enchaînait les tournages. Et au bout d'un moment, on a décidé de changer de façon de faire. La boîte s'est arrêtée. Et moi, j'ai rencontré une boîte qui s'appelle Transpalux, donc un loueur iconique du cinéma en France. Et ils m'ont dit, viens, on bosse ensemble. Et j'ai dit ouais, je suis grave chaud, mais juste je suis chef électricien, je ne lâcherai pas mon métier, c'est ma passion. On s'est trouvé une entente sur le fait que je monte une boîte, je la gère, je reste chef électricien, et par contre il me file du matos. Ok, c'est parti. J'ai monté Transpa Toulouse et depuis ça permet un peu à tous ceux qui étaient en galère sur Toulouse de trouver du matos, de devoir aller faire des allers-retours à Montpellier, à Marseille, tout ça, d'avoir ça à demeure ici. Et en fait, ça nous a débloqué énormément de problématiques. C'est sûr. En fait, il y avait déjà un peu de matos. Ne name dropons pas. Non plus. on ralentit sur les name drops, mais il y a un autre loueur qui est à Toulouse, qui a sa réputation et qui a malheureusement une réputation qui est pas très très bonne du fait que son matériel est très abîmé. Et ça, je l'y avais dit plusieurs fois et ça n'a pas mené à des choses qui ont avancé. Ce qui est dommage parce que le gars en soi est très gentil. Il est super. Et puis même les fois où j'ai loué chez lui, il était arrangeant quoi. C'est juste le matériel qui est abîmé. Je résume très simplement. J'ai une de mes électriciennes qui a pris le jus sur un des projecteurs. Oh, wow. Et pendant un instant, je me suis dit, waouh, si là, j'étais pas à côté d'elle, elle pouvait rester collée, quoi. Elle était restée collée. Okay. Ouais. Ah, ok. Et ils ont dû régler le projet à coup de poing après pour pouvoir le diriger comme il faut, sinon c'était coup de jus. Vous l'avez pas coupé tout court, en fait? Non, on en avait besoin. En fait, on en avait besoin dans un film et on était obligé de mettre des coups de poing dedans pour le régler. Mais elle a eu des blessures, du coup? Non. En fait, c'est juste qu'elle a posé les mains, tout était rempli d'eau et tout ça. C'est des projets qui sont faits pour ça, mais il y avait de l'eau partout, il y avait tout qui était dans des conditions un peu difficiles. Et elle a commencé à prendre le jus. Et moi, j'étais juste à côté et j'ai vu qu'elle prenait le jus. Du coup, je l'ai écarté et on a dit, on va faire gaffe. Et le chef-op, qui n'était pas Sacha sur ce plateau-là, m'a dit, c'est super bien, il faut juste le régler.
Ok, bon, je vais le régler. J'ai foutu mes gants, je foutais des beignes dedans et ça se réglait comme ça. Il n'y a pas des vidéos de ça qui sortent. Alors non, il n'y a pas les vidéos des patates, mais par contre, c'est une pub qui est sortie, qui est passée un peu partout avec Antoine Dupont. Ok, let's go. Voilà, avec LVMH. Ok, sur un Cool, stade. donc on vous laisse chercher, imaginez que quand c'est bien éclairé, c'est qu'il a mis des coups de poing. Bon, ouais, vous regardez les trucs au fond du champ visu là, c'est 5 projos qui sont sur les sièges d'un stade. Et c'est celui tout à gauche. Ok. Voilà, c'est dans celui-là qu'on Voilà, a vous avez connu. des 9 lampes. C'était des 9 lampes, c'était gros 9 lampes. Il s'est pris 3 grandes tartes dans sa gueule. Exactement. Un grand classique. Mais du coup, pour parler un peu plus de la partie location, comment demain, moi, je veux faire un tournage, j'ai un peu de matos chez moi, mais par rapport à ce que j'ai envie de faire, il me manque du matériel. Comment ça se passe, toi? Est-ce qu'on te contacte directement? Est-ce que c'est les gens qui te connaissent? Est-ce qu'on te trouve sur le site? Après, comment ça se passe sur la location? Comment tu te protèges aussi? Parce que tu parlais que du coup, les loueurs, le problème, ça peut être que tu as du matos qui est pété. Forcément, quand tu le loues beaucoup, ça l'abîme. Comment toi, tu te protèges de ça? Comment tu le gères? Est-ce que tu fais rentrer des nouveaux produits? Enfin, parle-nous un peu de tout ça. En fait, du coup, moi, à Toulouse, j'essaie de travailler un maximum en local. Comme la première difficulté, c'est de payer des trajets pour aller faire des allers-retours à Montpellier, plus l'écologie, c'est pas la folie. J'essaie de prendre un maximum de choses en local. En fait, moi, j'ai un local qui est posé à Colomiers et j'ai tout mon matos dedans. Et plus je vois que certaines choses sortent que je n'ai pas, plus j'investis pour avoir des équivalents ou retrouver des machines qui vont faire le même genre de choses directement à Toulouse. Après, sur le reste, en fait, moi j'ai mon local qui est posé. Si tu tapes Transpa Toulouse, tu me retrouves sur internet avec un mail, un numéro de téléphone. Et après, sur le site de Transpalux France, je suis directement marqué à Transpa Toulouse avec mon nom, mon mail. J'ai pas de site particulier. En fait, il y a Transpa qui a un site directement catalogue posé sur internet avec tout le catalogue qui est disponible. Qui est horrible d'ailleurs. Refaites-le, je vous en supplie. Écoute-moi bien, je me bats pour ça. Mais on peut faire difficilement pire, vraiment. Vous allez voir, regardez par vous-même. Mais après, l'information est là. Si on peut faire pire, mais je ne name drop pas. Mais on peut faire pire. Et du coup, tu peux retrouver tout ça là-dessus. Et après, moi, la plupart du temps, c'est du bouche à oreille et des connaissances qui me branchent sur des plateaux, des trucs comme ça, qui me disent: ah, t'as pas du matos, tu connais pas? Si, j'ai telle boîte, tel machin. En fait, ça va vite parce que, vu qu'il n'y a rien à Toulouse, en fait, vu que ça devient la référence, donc une prod bosse avec lui une fois, il le rappelle forcément, tu vois. Et forcément, tu retombes dessus. En lumière, il n'y a rien d'autre. Okay. En lumière, il n'y a rien d'autre. C'est ce que je disais aussi, c'est que du coup, forcément, il y a le fait que toi, t'aies gardé ton job de chef élec aussi. Les exemples comme aujourd'hui sont parfaits pour montrer que là, on t'appelle en tant que chef élec, mais au final, tu fais bosser le côté Transpal parce que tu ramènes ton matos aussi. Et donc, j'imagine que sur toutes les prods, même les tiennes. Au-delà de ça, c'est un chef élec qui tient une agence de lumière, de location de lumière. Niveau trust, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre en mode genre t'as plus tendance à avoir confiance à la maintenance du matos maintenu par un chef élec que par un gars lambda. Des boîtes de loc, surtout à Paname, il y en a plein qui sont gérés par des gars qui prennent des compétences, donc aujourd'hui ça va, tu vois, mais à la base, font du business à la base. Ouais, c'est ça, c'est des businessmen, donc à part s'ils s'entourent bien, c'est vrai que tu as peut-être tendance à avoir une moins bonne maintenance du matériel. Comme je pars avec aussi, donc nécessairement j'y fais très attention et j'essaie de l'entretenir. Du coup, c'est c'était une autre de mes questions. Comment toi tu gères l'usure du matériel avec des cautions, est-ce que tu fais la vérification? Parce que si t'es tout seul, ça veut dire que tu tapes la vérification avant, après du matériel. Je crois qu'on fait une bonne transition vers un autre des sujets qui doivent venir juste après. Le nerf de la guerre, le temps. Franchement, je pense que vas-y, on peut transitionner direct là-dessus. Avec grand plaisir. Ouais. Ma journée, elle commence à 5h du matin, elle finit à 23h. Allez, bonne soirée. Voilà. Drop the mic. Vous en dire plus, c'est vraiment ça en fait. Tu commences moi en tout cas, je sais que je me lève à 5h du matin, à 6h30 il faut que je sois au bureau, je fais mes mails le matin, à 8h le téléphone il commence à sonner, c'est le moment où je me lève de mon bureau, je vais dans le stock, je fais les prépas et je passe les coups de fil, on me dit: ah, il me faut ça, très bien, faites-moi un mail. Ah oui, mais est-ce que t'as ça? Faites-moi un mail. Non mais fais-moi un mail. Et ça me laisse tout le temps de bosser dans le stock. Une fois que mon truc est prêt, les gens arrivent, ils récupèrent le matériel, ils me laissent un chèque de caution, parce que ça c'est une problématique énorme, c'est si le gars se barre avec le matos, comment je fais? Il m'a signé un devis, mais ça n'a pas de protection, quoi. Donc je suis obligé d'avoir des chèques de caution qui font que même si tu te barres avec le matos, garde-le, tu l'as acheté. Il n'y a pas de problème.
Et Tu t'y retrouves financièrement. Oui, moi je m'y retrouve. C'est la personne qui va se retrouver bloquée, quoi. Mais c'est des chèques de caution immenses, du coup, j'imagine. Ça dépend des prods. Si par exemple demain tu me demandes une loc à 10 000 €, je vais pas te demander un chèque de 200 000. Si demain tu me donnes une loc pour un long métrage de 400 000 €, ouais, je vais te demander un gros chèque de caution de protection. Il est pas encaissé, mais moi il me sécurise. Et si je l'encaisse, ça va être très mal, quoi. C'est immédiat. En fait, c'est au moins une sécurité. Ça m'est très rarement arrivé d'avoir des gros problèmes à ce niveau-là. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'est du retour de matériel abîmé. Et là, on va chercher des explications. Pourquoi il est abîmé, est-ce que vous l'avez vu, est-ce qu'on me le dit. Si on me le dit déjà, tu vois, ça désamorce beaucoup de choses. Si on te le dit pas et qu'on essaie de te le cacher, en fonction de qui c'est, si c'est un pote, tu l'as vu, en fonction de qui c'est, tu vois, on en parle. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit pas, qui me dit oh j'ai pas vu, passer en soum-soum, il n'y a pas de problème. Ouais, non, c'est même pas blacklisté, en fait, je refacture. Je facture la pièce qui est abîmée. Si le projet est complètement explosé, je le facture. Ça t'est arrivé plusieurs fois ça m'est arrivé une fois vraiment où j'ai envoyé un projecteur qui était tout neuf, qui coûtait 4 000 €. Première sortie, il est revenu raclé. C'est-à-dire qu'en fait, le gars l'a pris, il a traîné dans du gravier à plat. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça et je me suis dit, c'est pas vrai. Ah non, mais c'est vraiment fou. C'était une prod parisienne, du coup, assez difficile d'aller chez la personne et d'en parler et de montrer. Alors, la prod m'a dit, non, je suis sûr que le matos va très bien. Je dis, mais l'électricien. Alors, en fait, c'était pas vraiment un électricien. Ok, bon, déjà, ça sent les problèmes. Et j'envoie les photos et elle me dit, ah oui, quand même. Eh oui. Donc, je suis désolé, il va falloir payer des réparations. C'est que de l'esthétisme. Mais le problème, c'est quand tu ramènes une machine qui est complètement explosée visuellement, tu peux pas dire à tes clients, elle est neuve. Voilà, c'est ça. Pour la relouer derrière, c'est tu vois, c'est pas beau, c'est pas classe. Et du coup, je leur ai facturé une partie des réparations, au moins du nettoyage de la machine, tout ça. Ça arrive de temps en temps. Tu répares toi-même tout le matériel? Moi, je répare moi-même toute la partie mécanique, toute la partie visuelle, et ensuite, dès que ça arrive sur de l'électronique, je fais appel à des sociétés spécialisées parce que déjà que j'ai peu de temps, là, ça devient vraiment très compliqué. Oui, puis c'est vraiment une expertise, j'imagine, qui est encore plus... énorme. J'ai de la chance, ça m'est pas encore arrivé avec M'en Fous, mais... Parce que j'allais en parler. On allait en parler en plus de M'en Fous. Ça fait une bonne transition M'en Fous. Parce qu'il y a des boîtes de lumière, mais il y a besoin aussi de caméras à Toulouse. Et ça, c'est un truc que je fais pas du tout. Et heureusement, toi, tu fais que de la light. Moi, je fais de la light et du grip. C'est-à-dire les accroches. Demain, tu veux t'accrocher sur une voiture. Ça. Voilà, tout ce qui est fixé au plafond. Ah, pas moi physiquement. Si, moi aussi physiquement. Si tu t'accroches au plafond, demain t'es duvet. Non, mais c'est intéressant parce que nous, on réfléchit au concept, au futur de la chaîne. Ouais. Si on veut l'accrocher sur une voiture, on peut. Ah, complètement. Hyper facilement. On a tout ce qu'il faut à Toulouse. Okay. En fait, je note. L'idée, c'est que tu veux t'accrocher n'importe quoi, n'importe où. Tout est possible. Il suffit de savoir qu'est-ce que vous voulez filmer. Il suffit d'avoir un machinot et du grip. Exactement. Incroyable. Et c'est là où rentrent les machinaux en jeu. Exactement. Qu'est-ce que c'est du coup M'en Fous? On parle de Transpalux d'ailleurs. Vous avez Transpa Toulouse, pardon. Vous avez toutes les informations qui s'affichent. Vous pouvez tout retrouver sur Internet, pas sur Instagram, mais uniquement sur Google. M'en Fous, c'est une société que j'ai montée très récemment avec mon associé et premier assistant cam et ami depuis la crèche Maël. On avait un peu la même problématique, c'est qu'à Toulouse, niveau caméra, c'est encore moins que la lumière. C'est-à-dire que la lumière, il y avait déjà un loueur de base qui avait sa répute. En cam, il n'y a rien. Il y a des petits loueurs à droite à gauche, mais rien de vraiment, de vraiment viable, quoi. En fait, dès que tu voulais une caméra un peu poussée cinéma, tu étais obligé de partir à Montpellier. Et encore, tu n'avais pas tout, tu tirais jusqu'à Marseille. Ou alors tu faisais une descente de Paris. En fait, quand tu avais des prods petit budget, c'était pas jouable. Ouais. Mêlé à ça, notre envie d'avoir notre matos, parce qu'en tant que chef-op et premier ASCAM, se vendre avec le matos, c'est un plus de fou. Et en fait, donc, on a décidé de monter notre société de location de matos, qui s'appelle M'en Fous. M'en fous parce qu'on s'en fout. C'est très explicite. On trouvait pas de nom de boîte. C'était comment dire, on trouvait pas de nom de boîte. C'était une expression qu'on se disait dès qu'on ouvrait notre bouche à l'autre. M'en fous. Okay. En fait, à force de pas trouver, on a appelé le truc M'en fous. Ça a été assez intuitif quoi, de trouver ce nom-là. Ah, franchement, ça marche. Mais il y a pas de lien par rapport au matériel quoi. Ah non, aucun. Je peux pas prendre la Harry et la jeter par terre. Pas encore. Je peux pas vous ramener du matériel cassé et dire M'en fous. Ah non, ça marche pas. Okay, y a pas parce que nous, on m'en fout pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Qu'est-ce qu'on a comme proposition pour l'instant, on a une Harry Mini LF, donc qui est le plus haut de gamme de caméras achetables. Parce qu'après, il y a plus haut, mais... Un petit prix pour les gens? La caméra nue, sans optique, sans cage, sans rien, c'est 80K, si je dis pas de conneries. La Mini LF. Ah ouais? Ouais, il me semble.
Plus ou moins, voilà. C'est Que les gens 95,9. se fassent à peu près une idée À peu près. de Donc, quel type de caméra on voilà. parle aussi. Donc on va rentrer une mini LF, on va rentrer une mini aussi, on va rentrer, on sait pas encore, 2-3 séries d'optiques, et après tout ce qui va autour, Teradek, moniteur, EasyRig, trépied, enfin tout ce qui va autour de la caméra et qui permet de la faire fonctionner comme il faut. Pour avoir un bundle complet. Exactement. Tu peux partir en tournage, on a de quoi... ouais, certifié, c'est pas le mot. Assurer 1 voire 2 tournages complets en termes de, en même temps, en termes de caméra. Est-ce qu'il y a une petite ristourne ou un petit code promo avec les deux, si on prend les deux en pack avec Transpa, Transpa tout. Ouais, et avec un le peu de code light, un peu de caméra. avec le code TRANSFOO, vous aurez moins 10%. Il s'affiche là. Surtout le Et code, là. on va dire. Faut vraiment le créer. S'il vous plaît, créez le code. Ah bah Transfo. avec grand plaisir. Alors là, Moins 10%, c'est plutôt énorme quand même. Si on, à la fin du mail, on on reçoit Transfou, en gros, en gras, en comics 1ms, les gars, ça part direct. C'est 10%, c'est 10% sur la note. Vous avez l'information. Vous l'avez, il N'hésitez faut le pas noter. à le mettre. On vous le repartagera si besoin. C'est ça. Non, du coup, ouais, on est en pleine. C'est le tout début de la société. On a déjà un peu de matos, on a des FX6, des trucs. Et à côté de ça, donc, on se vend en tant que Tecos, duo chef FOP, première ASCAM plus matos. Ou si besoin, avec toute l'équipe technique à gérer vraiment toute la technique image, chef FOP, ASCAM, ELEC, machin. En et- passant par mon fou, du coup. en passant par Manfou et du coup derrière par Transpa, etc. Plus le Transfou est créatif en mail, plus il y aura une remise. Ça peut aller jusqu'à combien de pourcents? bien 12%. Quoi. J'aurais dit 16, mais ok pour 12. Ils Ah, ont wow. bien bossé, non, ils ont bien bossé le projet, pardon. Moi, j'ai une question. Donc, t'es chef ELEC, Chef Hop. chef OP. Le mec a rien compris. Il a il a pas pas- rien compris. Je viens d'arriver. Tu es chef OP, pardon. En même temps, donc t'as m'en fous, tu fais Ouais. de la location, donc tu fais tes projets. Ouais. Toi, tu te lèves à 5 heures, tu finis à je sais pas quelle heure, tu fais de l'ELEC, de la maintenance, de la location. Quand est-ce que vous dormez, les gars? Mais lui, c'est juste qu'il est sado. D'accord. Et Voilà. toi, et toi Complètement. J'adore la douleur. Moi aussi. En vrai, du c'est coup, Non, en vrai, bah, tu c'est dors. cette En thématique-là, ouais. vrai, tu dors quand tu peux, en fait. C'est vrai que souvent, on se retrouve tard à faire, même si c'est pas pour le taf lui-même de DOP ou de chef ELEC, tu te retrouves tard à faire des devis, à répondre à des mails, parce que justement, la journée, t'as pas le temps. Et ça prend du temps, mais c'est cool. Ouais. Je pense que c'est la Ça prend transition beaucoup parfaite, d'énergie. C'est la transition notre parfaite sur dernière notre séquence. dernière thématique, effectivement. Merci Maël. Notre dernière thématique était de vivre à 100% son domaine. C'était un peu ce qu'on avait évoqué la première fois qu'on s'était rencontrés en préparant cet épisode-là. C'était que toi, tu vis cette passion, tu la produis professionnellement, mais tu la partages aussi avec toi et tu la vis aussi avec des amis. Et du coup, première question, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que vous êtes devenus amis du boulot ou amis en dehors ou est-ce que vous êtes les deux? On s'est rencontrés sur sa première boîte de loc plus petite autour d'une location. Au début, ça avait pas forcément matché dans le sens où on se connaissait pas plus que ça en fait, juste. Et un jour, je sais plus sur quel tournage c'était, on se côtoyait déjà un peu plus parce que petit à petit, c'est les cercles de Tecos, ils se resserrent entre Tecos. Et un jour, j'avais besoin d'un chef ELEC sur une prod, le truc du parfum qui est pas sorti là. Ouais, absolument. Et en fait, c'est la première fois qu'on a bossé ensemble pour de vrai. Et ça s'est super bien passé. Et donc, en fait, après, derrière, ça a découlé tout ça. Et vu qu'on se côtoyait déjà un tout petit peu, c'est vrai que, en fait, on est devenus amis du boulot, oui, mais aussi amis en dehors. On peut très bien aller boire des bières ou quoi. Complètement. Sans que ce soit en lendemain de tournage ou quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Est-ce que ça peut arriver du coup qu'il y ait des conflits avec votre boulot et votre vie personnelle? Là, je parle entre vous deux. Nous, ça nous est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. C'est arrivé déjà à plusieurs personnes autour de toi, mais en fait, c'est des conflits. Tu t'engueules sur le tournage, tu t'expliques à la fin et tout va bien, tu vois. Tout le monde n'arrive pas à le faire, mais il y a une vraie distance sur la personne qu'on est en plateau. C'est-à-dire qu'on peut être assez désagréable pendant un instant. Ça peut durer 10 secondes, mais être désagréable. Et la minute d'après, en fait, ça n'est rien de personnel. Mais c'est de la réaction. C'est de la le coup de jus, réaction, en fait. Exactement. Tu prends des coups de stress sur un truc tout con, du coup, tu réagis mal parce que quelqu'un te pose une question qu'il devrait peut-être pas poser, ou peut-être juste te pose une question tout simplement et juste t'as l'autre truc en tête. En fait, des fois, c'est vrai que tu peux réagir mal ou alors sous le stress parce que tu dois faire un truc vite.
Mais en général, ouais, c'est juste Mais c'est passager. rarement contre la personne en face. Non, c'est jamais contre la Non, personne. c'est jamais contre la personne. Ce qui est très important, c'est de venir surtout désamorcer quand on connaît pas bien les gens. Par exemple, entre nous, on sait que même si on se met un coup de gueule, dans la seconde d'après, tout va bien, c'est bon, ça dégage, c'est pas important. Mais quand tu connais pas les gens, c'est la première fois que tu shootes avec eux, t'es obligé, et c'est bien d'aller les rassurer après, de dire c'était pas personnel, hein, je suis désolé, j'avais un coup de pression et machin. Et en fait, ça désamorce 95%, si ce n'est 99% du temps, les tensions. Les gens, ils comprennent qu'en fait, t'es dans le jus et leur question, elle n'était pas si importante pour toi. Donc, nous, entre nous, ça n'arrive jamais. C'est pas encore arrivé. Non. Et tant mieux. Hâte que Et ça tant arrive. mieux. Ouais. Après, moi, je l'ai Tirant en entendu dire salade un de truc sur phalange. toi tout à l'heure, ça m'a un peu marqué, mais bon. On Non, va pas ouais. name drop, On est une drop pas. Et du coup, toi, comment tu décrirais cette vie à 100%? Je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure de je me réveille à 5h, je finis à pas d'heure. Comment En ça fait, se répercute dans ta vie, toi, personnelle? C'est un boulot qui est hyper prenant. C'est une passion qui est dévorante, en fait. C'est énergivore, ça te bouffe beaucoup de temps, ça te bouffe beaucoup de tout, de points de vie, en fait, tout simplement. Quand on est à fond, comme on est, nous tous, là, dans cette passion, on va donner tout ce qu'on peut. Et en fait, c'est assez naturel. En fait, tu te poses même pas la question de quelle heure il est le soir. T'es dans ton truc, t'es devant tes feuilles, tes devis, dans ton matos, sur tes bras magiques, à faire n'importe quoi, à serrer une vis. Et tout d'un coup, tu te dis, je suis quoi là? Quelle heure il est? 23h30. En fait, j'ai pas mangé. Tant que tu tombes pas de fatigue, en général, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. Ouais. Tu continues de passer. Et même quand c'est pas un truc pour le boulot, moi je me retrouve souvent le soir, je fais rien, juste je regarde une vidéo sur du matos, des trucs, et jusqu'à ce que je tombe de fatigue vraiment. Mais en fait, ça a toujours un lien avec ce truc en fait. Bah, techniquement, tu bosses, en fait, tu te renseignes sur le Ouais. nouveau matos, tu te renseignes sur les C'est de nouvelles la veille, ouais. technologies et tout ça, et c'est infini. Tu vas regarder pour faire un peu de communication, ça va te prendre une demi-journée, En tu fait, vas te poser un coupes sujet le jamais soir. vraiment. Non, tu peux jamais, pas. Jamais que ça arrive. jamais. Et ça peut être problématique. Moi, c'est ce que je vois actuellement, c'est problématique avec tes proches, en fait. Parce que, comme nous, je sais que Sacha est pareil là-dessus. Moi, mon téléphone, c'est mon téléphone pro et perso. C'est une connerie, mais c'est une habitude pour l'instant. Et en fait, j'ai promis un truc à tous les gens avec qui je travaille, c'est peu importe l'heure, tu m'appelles, je décroche. Et ça m'est déjà arrivé à 2h30 du matin d'avoir un appel et de me dire salut Romain, j'ai tel truc qui est venu avec toi sur un tournage, là il est avec moi, la caméra s'est détachée de la voiture, elle est tombée. J'ai besoin d'aide, là maintenant de suite s'il te plaît. Et je me retrouve à 2h30 du matin à me prendre un coup de pression, à me dire ok, faut que je trouve une solution de suite. Et tu trouves une solution. Seulement après, tu enchaînes sur ta journée, t'es éclaté, t'es décalqué. Et c'est un peu ça avec tout. T'es en repas de famille, tu reçois un appel et tout d'un coup, tu fais oh, je dois partir immédiatement. C'est pas méchant, c'est pas que t'as pas envie d'être là, c'est que tu reçois une demande qui est tellement. Qui te prend d'un coup au cœur, tu fais j'ai envie de vivre Tu ça. réfléchis pas en fait. Tu pars. Tu réfléchis pas, tu dis Ça oui, reste et une c'est vrai que passion aussi, mais- c'est ça. Et puis c'est vrai que ça peut mettre de la distance envers les proches, ça peut être les copines, les potes, même la famille, ça peut être plein de trucs. Faut faire super gaffe à ça, mais en même temps, Ouais. c'est plus fort que des passions. Et je pense que un peu tout le monde a des passions et je peux que souhaiter aux gens de la vivre de cette manière. Mais Exactement. c'est vrai que par contre, tu perds des points de vie. Ouais. Est-ce que vous avez eu des expériences, du coup, d'être trop dans cette bulle, ça coupe aussi la place à des amis qui sont pas dans ce domaine audiovisuel ou même oui. avec votre famille? Ah oui. Moi récemment encore, je devais aller à un repas avec des potes et en fait au dernier moment, la veille, je leur ai dit je suis pas dispo en fait, j'ai un shoot. C'était un shoot totalement gratuit pour ma meilleure pote, tu vois. J'étais en studio, juste je faisais un shoot, tu vois. Mais en fait, tu dis oui parce que tu kiffes trop faire ça, mais c'est vrai que tu kiffes trop aussi voir tes potes, donc tu sais c'est compliqué, mais Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que votre entourage il change? Moi, je sais, enfin, on est un peu dans le même, dans la même dynamique que vous, dans le sens où on peut travailler jusqu'à 2h du mat et regarder l'heure en mode merde, j'étais censé manger et faire des activités normales et j'ai pas eu le temps, quoi. Et il y a aussi ce truc où moi je me rends compte que plus ça avance, plus j'ai l'impression que du coup mon entourage de potes, ça devient des gens avec qui j'ai bossé, parce que du coup comme on se voit et on prend des nouvelles les uns des autres sur des tournages ou sur des projets professionnels, et du coup mon entourage se modifie un petit peu et je commence à avoir de plus en plus de potes qui sont dans le même domaine ou dans la création comme moi, et de moins en moins de gens que je rencontre juste en soirée ou à un apéro, parce que j'ai pas le temps de faire des trucs un peu plus sociables, dits généraux, tu vois. Est-ce que vous, ça le fait aussi? non, en vrai moi c'est pas trop mon cas parce que mon groupe de potes que j'avais avant de faire l'ISPRA du BTS, ils sont vachement compréhensifs avec ça.
Ok. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement pour ce truc-là, je sais qu'ils m'en ont mis plein la gueule sur le moment. Je sais qu'ils vont me faire la gueule un petit peu, mais ça va rien changer. Et ça, pour le coup, genre, ça, je les remercie 1000 fois parce que, en vrai, c'est trop précieux. Et tu gardes ce groupe-là. Ouais, mais j'ai aussi des potes qui se créent, des groupes de potes qui se créent via les tournages et qui deviennent des super copains. Maël, je l'ai rencontré en tournage et aujourd'hui, c'est mon meilleur pote depuis la crèche, tu vois. Mais ouais, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes que ce soit pour qui ce soit le cas. Je pense que c'est ton cas. Ouais, en fait, ça peut être très difficile. Moi, je sais que j'ai fait des tournages sur des dates, tu vois, des dates où tu peux pas louper, genre Noël, tu vois. T'es avec ta famille, la plupart du temps, tu rejoins la famille. Moi, j'ai des tournages qui sont tombés à Noël et t'es en mode, j'ai dit oui, le truc est trop bien, sauf que le 24-25, t'es pas là. Et ça, tu peux te prendre un peu des réprimandes après de, t'étais pas là. Je sais, j'étais pas là, j'ai vécu un truc que j'avais trop envie de vivre. Et ça peut créer des petites tensions, ouais. Même avec ta copine, ton mec, tout ça, c'est assez difficile. Tout le monde ne le comprend pas, il y en a vraiment qui le comprennent et c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y a une instantanéité, c'est ça que je vois beaucoup dans ce métier, c'est l'instantanéité. Exactement. C'est là, on est en pleine interview, je reçois un coup de fil et tout d'un coup on me dit il faut partir là maintenant de suite. T'as un tournage qui se passe au Groenland, en fait, tu mais c'est maintenant pas. de suite. Ouais, c'est la réactivité en fait, tu trouves les solutions après, tu y vas et tu trouves les solutions après sur ta connerie. Exactement. Je l'ai fait encore récemment à un étudiant avec qui je travaille très souvent en ce moment, un gars que je prends en stage, je me retrouve sur un téléfilm en chef électricien et en fait je galère, vraiment je suis tout seul la première journée, je galère de fou. Je vais voir la prod, je dis j'ai besoin de quelqu'un. On peut pas te payer quelqu'un, je veux un stagiaire. Ok, trouve quelqu'un. Je l'appelle, il est en plein cours et il me dit Romain, je peux te rappeler? Non. T'es dispo? Ouais, je suis en cours, c'est important? Non. Ok, tu pars de suite, tu prends ta voiture, tu viens à Montpellier, on tourne là maintenant pendant 15 jours un long métrage. Quoi? Pars de suite! Et il est parti, il est arrivé, il m'a dit je sais pas ce que je fais là, mais je suis trop heureux. Et en fait, il a vécu 15 jours avec moi, il est ressorti de là, maintenant il me dit mais c'était génialisé. Et c'était la meilleure expérience. C'est memeux, ouais. Ah, mais là, il lui a mis la pression, là. En même temps, c'est trop bien ce truc. En fait, il est venu avec moi sur un tournage pour les Chevaliers du Fiel, tu vois, on fait une fiction avec eux, et on se retrouve à la plage pendant 2 semaines, bien calé, on est trop bien, on est à l'hôtel posé, on fait un super shoot. Et il se retrouve là-dessus à venir, c'est son 2e stage avec moi, tu vois. Seulement, j'ai trop kiffé bosser avec lui. Je suis en mode, mais viens, si je peux payer un stage à un gars qui va venir, qui va profiter d'une prod, et moi, il va me filer la main, c'est trop bien, tu vois. Oui, de ouf. Voilà, mais seulement, c'est l'instantanéité, tu vois. C'est là, maintenant, de suite, tu pars, il faut venir. Mais du coup, il y a un truc aussi, vous pouvez me contredire, mais je pense qu'il y a aussi un truc d'expérience où quand t'es pas expérimenté, ou alors peut-être vous étiez des têtes brûlées dès le début, mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc de, comme vous avez l'expérience, vous savez que là demain on t'appelle, tu peux partir, ou même là maintenant tout de suite on t'appelle, tu peux partir au dernier moment et comme tu dis, partir et une fois que tu y es, trouver des solutions, mais parce que tu as l'expérience et que vous êtes des bosseurs et que vous l'avez déjà fait. Dès le début. Ou est-ce que ça vous l'a déjà fait en mode vous saviez pas et tu fais t'improvises, tu fais semblant? C'est toujours pareil, c'est de la passion, donc en fait tu réfléchis pas, juste tu dis oui. Même si tu sais pas faire. En vrai, mais en fait, le nombre de trucs qu'on sait pas faire, on se retrouve en tournage. Je fais une demande à Romain parce que je sais pas faire. Il me dit oui, je sais faire. Je sais très bien qu'il sait pas faire. Non, bien sûr. Et juste, on apprend sur le tas. Et c'est trop cool ça. Un des plus gros tournages que j'ai fait, je me suis retrouvé sur un plateau à éclairer un chantier de nuit échelle 1. J'ai une grue de 40 mètres de haut avec une bâche immense dessus et il faut l'éclairer de nuit. J'ai jamais fait ça de ma vie. Les plus grosses équipes que j'ai eues, c'est un électricien. Là, j'en ai 6. Et j'étais en mode ok, t'es chaud de faire le projet? Ouais, bien sûr. Tu sais faire? Oui, t'inquiète. Bien sûr. En fait, confiance en soi, c'est important. En fait, c'est là où ça se décompose aussi dans les gros projets comme ça, c'est que t'es pas tout seul. T'es tellement bien entouré que tout se déconstruit très facilement. Tu vas partir de ton chef-op qui va te donner les intentions, tu vas dire, ok, techniquement, qu'est-ce que je veux? Tu fais ta liste technique et là, tu vois que il y a rien de très compliqué. Il y a juste des trucs que t'as jamais fait. T'appelles les gars qui l'ont déjà fait, tu dis comment on fait ça? Les mecs ils disent soit tu fais comme ça, soit t'appelles directement les gars, ils viennent avec toi en plateau et en fait ils trouvent les solutions. Et toi, t'es juste là à fédérer une équipe pour avoir un résultat. Ce projet-là, on l'a fait ensemble. C'était monstrueux, c'était super rigolo. On a passé un super moment. Il faisait juste très froid. En fait, c'était l'exemple parfait d'un tournage aux conditions immondes. Mais en fait, on a bien rigolé, donc c'est pas grave. L'équipe était c'était génial. Et il y a une meuf qui est venue sur ce plateau-là. C'était le premier stage de sa vie. Incroyable. C'était son premier tournage. Elle est venue avec nous. Elle a tout arraché. Elle fait 1m40. Elle était électricienne. Elle prenait des pieds-lumière qui étaient 2 fois plus lourds qu'elle. Elle a géré d'un niveau monumental. Depuis, elle est amoureuse du métier. Mais elle est trop fan. Elle finira électricienne. Ah ouais, c'est sûr. Il faut être amoureux de ce métier, du coup, en fait. Je pense que pour avoir la longévité,
Ouais. Tu peux juste kiffer et en faire un peu, mais au bout d'un moment, tu vas te lasser, tu vas voir que c'est compliqué. Ou alors juste, tu vas pas te renseigner sur les nouveautés, les trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça va juste plus marcher. Tu vas t'en rendre compte, tu vas te lasser et ça va être fini, quoi. Est-ce que c'est possible de faire ça toute sa vie? D'être à 100% comme vous le faites? Vous le voyez, vous à 100% comme ça toute sa vie, je pense pas. Parce qu'en fait, tu te bouffes tellement, tu te fatigues tellement que très vite, tu vas te saouler. Tu vas en avoir mets des limites marre au bout d'un moment. Ouais, Tu t'auto-mets des limites, je pense aussi pour ton bien-être personnel. Je pense que là, on le fait parce que on est jeune et téméraire, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être dans 10 ans, on fera pas du tout la même chose et peut-être que, tu vois, un appel après 22h, il sera pas pris. Et encore 22h, c'est énorme, tu vois. Mais il y a toujours cet amour et cette passion qui reste au cœur. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, le jour où t'es plus passionné dans ça, vaut mieux arrêter. Les équipes le sentiront, les pros le sentiront, tu feras que de la merde. Il y a un peu cet esprit-là de c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, sans je le ferai pas plus tard. Bah en fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on est autant à fond. C'est parce qu'on est en mode c'est maintenant qu'il faut vivre, c'est maintenant qu'il faut faire ces expériences. Donc là, tout d'un coup, tu m'appelles, tu me dis viens par à Roubaix de suite, on va faire un film. Tu sais pas ce que c'est, mais bien sûr que je vais venir à Roubaix. Et c'est pour ça aussi qu'on lance maintenant nos sociétés de loc, parce qu'en fait, c'est maintenant de suite qu'il y a un manque et qu'il y a un besoin des prods et tout. Et en fait, faut juste pas réfléchir, foncer sur le truc. Tu vis au jour le jour et tu fais ton projet. Ouais, c'est ça. Tu vas jusqu'au bout et au pire, si tu te plantes, tu relances un autre. Enfin, tu fais autre chose. Ouais, exactement. Du moment que tu te blacklistes pas en faisant de la merde, franchement, t'as le droit à l'erreur. C'est ça, tant que tu fais un truc avec passion, je pense, et qu'il y a que de la sincérité derrière et qu'il n'y a pas une recherche de profit, ni une recherche de vouloir mettre certaines personnes de côté pour toi te mettre en avant. Bah, c'est ça. Et que tu fais ton projet par passion, même s'il plante derrière, en vrai, tant pis, t'en lances un autre. Et tu pourras que être bien vu par les gens parce que s'ils voient la sincérité, ils voient la passion derrière. Même si au final ça marche pas, tu vois, on peut moins te tirer dessus, je pense en tout cas. Alors l'endroit où tu dis bien vu par les gens, t'es bien vu par les gens du métier. Mais c'est là où ça rebondit sur ce que tu disais juste avant, c'est avec tes proches où c'est les plus gens dur. qui comprennent pas. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec les proches, en fait, il y a ce truc de toi t'es à fond, et eux ils te voient loin, parce qu'en fait t'es dans des réseaux, t'es dans des équipes et tout ça, et tu prends de la distance avec eux un peu. Et ça peut être la partie la plus difficile à gérer. Et surtout à expliquer, je pense, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, je pense que comme nous on est dans ces métiers-là, ça nous paraît évident. Et aussi, je pense que c'est une réalité de moi, je vis un truc par passion, donc je conçois et je comprends que les gens fassent la même chose. Mais pour quelqu'un qui fait un métier parce qu'il a besoin d'argent à la fin du mois et où il y a peut-être moins côté passion-là dans le travail, c'est peut-être plus compliqué et de l'expliquer. Je suis même pas sûr qu'on l'explique vraiment à ces gens-là, en fait. Un peu inconsciemment. Tu sais, on leur explique pas, juste on leur impose. Tu vois ce que je veux dire? Aux gens qui sont pas du tout dans ce métier, on leur impose un peu, mais pas par méchanceté, toujours pareil, parce que juste c'est logique pour nous, tu vois. Ouais. C'est toujours ça, c'est juste logique. Donc en fait, pour expliquer, ça devient compliqué. Ou alors, il faudrait vraiment se poser et que les mecs soient à l'écoute. Je dis pas que c'est pas le cas, mais juste, c'est vrai que c'est différent. Ouais, ça se fait plus naturellement. Complètement un monde. Est-ce que vous voulez faire un petit message à votre famille, à vos amis, toutes les soirées de Noël ratées et tous les... Non. Non, je ne changerai pas. Je m'améliorerai vers 40 ans. Je m'améliorerai vers 40 ans aussi. Et en attendant, on continue. Vous n'arrivez pas à avoir, dernière question, vous n'arrivez pas à avoir du coup, j'imagine, d'autres passions à côté? Est-ce que vous avez d'autres passions à côté complètement différentes? Ah si, la musique de fou. Ok. Ah, j'adore la musique. Tu fais de la musique? J'adore jouer de la musique. Alors attends, c'est pas bien. Et je me fais agresser par mon téléphone qui me violente. Oh, wow. Est-ce qu'il faut répondre absolument maintenant? Non, c'était du perso. Putain, il est à 2 doigts d'aller à Roubaix, au final, il reste avec nous. Voilà, donc c'était un exemple parfait. Non, carrément la musique. Moi, j'adore jouer de la musique à droite à gauche avec des potes, des jams. J'ai pas de groupe, mais juste je kiffe découvrir et apprendre la musique. Tu fais de la guitare? Pas du tout. Tu fais du piano? Ouais, piano, basse, batterie et trombone à coulisses. Trombone à coulisses, c'est incroyable. T'aurais pu trouver plein d'instruments et t'as dit guitare, le seul qui fait pas ça. Ouais, la guitare pas fan. Donc ça à 300% et le sport tant que possible. Moi j'ai moins de passion à côté en vrai. Je vis à 100% du coup le cinéma, l'image, tout ça. J'aime beaucoup la musique, je vais en écouter beaucoup, je vais pas en jouer, c'est un regret que j'ai parce que je faisais de la batterie avant et j'ai arrêté. Sinon sortir avec les copains. Est-ce que tu vas voir du cinéma? Est-ce que vous allez au cinéma, des mecs qui sont dans le cinéma? Pas assez. Pas du tout. Pas du tout? Ah ouais, pas du tout. T'intéresse pas du tout? En fait, je vais te dire un truc que j'ai remarqué il y a pas très très longtemps. J'ai senti que je suis pas amoureux du cinéma. En fait, je suis vraiment amoureux de faire des films. Faire les images. Ouais. Le fait de vivre les... Même pas regarder l'écran, parce que moi je suis plus souvent loin de l'écran.
Moi, je regarde même pas l'écran. En fait, je vis le truc avec une équipe. Tu sais, c'est comme aller faire du BTP. C'est le moment, quoi. Tu vis le moment avec tes gars. Après, la finalité, c'est pas si important, c'est rigolo. Mais c'est pas le plus important, c'est vivre le truc avec tes potes, vivre l'expérience. Je suis vraiment, et je sais qu'avec sa chance, on se rejoint là-dessus, il faut monter en haut du truc hyper compliqué, hyper dur pour faire un plan qui est impossible. Bien sûr, on est les deux à se jeter en mode vas-y, on va le faire. Mais carrément, c'est trop bien. Après, on réfléchit sur comment faire. Bon, au final, un peu plus trop. En fait, je peux pas descendre. Bon. Non, ouais. Non, c'était quoi la question? Est-ce que t'allais au cinéma, toi? Un peu plus. Un peu plus que Toons. Pas des masses, parce que en fait, je prends pas le temps de le faire. J'aimerais bien plus. Parce que moi, pour le coup, j'aime bien le cinéma. Mais, trop cool. Mais pas assez. T'avais une petite reco au cinéma? Bah, tu vois, récemment, j'ai pas été voir de film spécialement. Je crois que le dernier que j'ai été voir au ciné, c'était Dune 2. Non, c'était L'Amour Ouf, pardon. Ok, trop cool en vrai. L'Amour Ouf. Belle, en vrai, bah, réal. Je peux comprendre les critiques qu'il y a dessus. Au niveau de l'image, il est très beau. Il est très intéressant. Visuellement, il est cool. Pro, perso. Perso. Allez, c'est Hop ciao. là. On va faire comme si de rien n'était. Le pire, c'est que j'ai vu qui c'était. Oui, On va pas name drop encore une fois, mais bon, ça me met dans un profond malaise. on a vu. Ah non, Ou alors on bip. C'était sa mère. Hop là, le daron, je te rappelle après. Ouais, non, ce qu'on aime bien faire, c'est proposer une petite reco, du coup, pas forcément en ciné, mais dans tout ce que vous voulez, dans la vie qui vous plaît. Wow. Est-ce que vous auriez une petite recommandation de lecture, de film, d'endroits où aller, d'endroits où Moi, je manger? vous recommande Romain. Ouais. Super chef élec. Moi, je vous recommande Sacha, super DOP. Ah, c'est trop facile. Avec un petit regard cam qui va bien. Tu veux pas parler dans le micro dedans, pardon? Non, vraiment, je veux plus. Vraiment, je vous recommanderais vraiment d'aller voir quel article. Il est vraiment super. En fait, moi, je comptais sur le fait que chacun allait répondre et comme ça, j'allais pouvoir réfléchir en Si, attendant. j'en ai une. Il y a la saison 2 de Sévrance qui est sortie ou qui va sortir. Oui, je sais qui va plus. sortir, oui. Qui va sortir. oui. Ça arrive Que j'ai bientôt, très là. hâte de voir parce que la saison 1 m'avait mis une belle claque. Que c'est une série que j'ai trouvé vraiment bien faite. Donc j'ai hâte de voir ça. Moi, je vous recommande I Prevail, un groupe de métal un peu hybride, très récent, hyper cool. C'est Super. assez intense. Moi, je vous recommande le dernier livre de Clément Viktorovitch. Voilà, je vais Tu pas as vu en rentrer spectacle, trop en plus. dans la politique, mais ouais, je suis allé voir son spectacle il y a la semaine dernière. Et donc, c'est un seul en scène de 1h30 où il parle. C'était très théâtralisé, donc c'est pas, il joue pas son rôle à lui, il joue le rôle de quelqu'un qu'il a inventé. Et donc, il déclame une pièce qui dure 1h30. Et il en a sorti un livre où donc il y a tout son texte qu'il a écrit, qu'il met dans le livre, et ça prend un tiers du livre, et les 2 autres tiers du livre, c'est une analyse sémantique et une analyse des mots et de comment les politiques parlent. Et donc en fait, depuis 3 ans, il a récupéré des extraits ou des phrases qui avaient été dites par des politiques à la télé, que ce soit en France, aux États-Unis, dans d'autres pays. Et donc en fait, il met juste la phrase qui peut être vraiment très courte, ça va être 2 phrases. Ensuite, il la débunk en expliquant avec des termes très techniques pourquoi la phrase veut rien dire. Ensuite, il explique le procédé rhétorique que la personne a utilisé pour nous montrer à quel point on se fait entuber. Et en vrai, sans rentrer dans des débats politiques très profonds, je trouve que c'est hyper important parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans nos vies, c'est hyper important parce qu'on se fait influencer par le discours. Et lui, je trouve qu'il a une approche hyper saine et hyper pédagogue de dire je vais pas vous dire ce que vous devez penser, mais je vais vous expliquer comment analyser ce qui se passe actuellement pour que vous puissiez, vous, avoir les armes de réfléchir et de savoir qu'est-ce que vous allez penser. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait tous mettre à faire. Donc, achetez le dernier livre de Clément Viktorovitch et lisez-le, il est super. Et en plus, ça il est m'a donné court. envie de le lire, tu vois. Il est court, donc moi qui suis pas très bon lecteur, je l'ai lu hyper facilement parce que c'est vraiment des tout petits bouts. Et du coup, c'est trop agréable à lire, ça se lit vite. C'est pas ennuyant, quoi. Ça donne grave envie. Franchement, mec, merci beaucoup pour cette reco. Moi, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Putain, il est fort. de Full Frame, évidemment. Je vous recommande de venir découvrir le café disquaire Nuance Record et son matériel technique et le service qu'il propose. On remercie particulièrement du coup Jérémy et Alex qui nous ont reçus et qui nous ont mis à disposition ce beau lieu qui est vraiment disponible du coup du mercredi au dimanche. Au samedi, mercredi au samedi, excusez-moi. Donc vous pouvez venir boire un petit café, acheter des petits vinyles et vous régaler. Voilà. Est-ce que vous avez passé un bon moment, les amis ? Bah écoute.
Ouais, c'est ok. Ouais. C'était chez Il a tenté l'approbation quand même. Je cherche Il a attendu que l'autre réponde pour être sûr. Ça, Non, c'est oui, il y a un duo fort. carrément, super. carrément. C'est Merci très les cool. gars en tout cas d'être Ouais, venus, ça avec nous a fait trop plaisir, plaisir Merci de vous beaucoup. accueillir. Merci à toute l'équipe Merci technique à vous. encore une fois. Mm. Vous êtes des craquitos. Si l'émission sort, c'est que les gens travaillent bien. Donc donnez la force aussi à tous les petits gens qu'on voit pas. C'est Et, grâce à lui qu'on a un plan large. Surtout le mec debout sur un canapé en équilibre depuis 2 heures. Oui. Voilà, suivez nos réseaux, continuez, on va sortir des choses. Là, juste Suivez là. ces jeunes gens, ces jeunes Alors, hommes m'en fous très juste talentueux. là, On vous dit à Transpa. bientôt. Il y a Transpa ici. Il y a M'en fous ici. Voilà. On fait quelques instants encore. et- Là, c'est là, c'est complètement le générique. Là, il y a Full Frame qui s'affiche là par là. Alors vous faites la transition par les caméras full frame, hop, il passe là, Ouais, il là, passe. et Allez, Allez, au revoir. mais c'est à la ciao. prochaine, merci. Merci beaucoup. À bientôt Bisous. pour de nouvelles aventures.